Bienvenue dans Smart Bourse, nous sommes à présent dans la dernière rubrique de l'émission, dans Marché à thème. Le thème du jour sera Luxe and Lifestyle. Nous allons en parler avec Ronnie Michali, président et directeur général de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie Michali. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors vous avez un codex chez Galilée Asset Management, un codex des thématiques. Il y a 25 thématiques, si je ne dis pas de bêtises, qui donc vont un petit peu sur toutes les secteurs d'activité, toutes les classes d'actifs, toutes les thématiques d'investissement. Aujourd'hui, on va parler donc du luxe et lifestyle. Juste avant, peut-être, ces thématiques, quel est le champ d'application de ce codex des thématiques ? Alors, on a segmenté finalement l'investissement thématique en 25 thématiques. D'accord. 5 piliers pour être exact, avec 5 thématiques à l'intérieur. Donc, par exemple, vous avez le pilier révolution digitale et robotique, où vous allez retrouver la thématique du cloud dedans, la thématique de la cybersécurité, finance du futur également. Et à chaque fois, donc, les piliers sont des méga tendances qui finalement vont déboucher sur 25 thématiques. Et je pense qu'avec ça, on a couvert l'ensemble de ce qui se fait avec les vraies thématiques. Attention, parce qu'on va tomber dans le thématique washing souvent. Luxe et lifestyle, c'est une méga tendance aujourd'hui. C'est un secteur d'activité. Comment est-ce qu'on le définit ? Alors, luxe et lifestyle, c'est une thématique dans le sens où elle est multisectorielle. Vous allez retrouver dans luxe et lifestyle, par exemple, les automobiles de luxe, bien sûr, le mobilier haut de gamme, vous allez retrouver la gastronomie de luxe, vous allez retrouver les croisières de luxe, les vins et spiritueux premium. Donc voilà, c'est une thématique qu'on appelle bicéphale, un peu à l'image de gaming et métaverse, un peu à l'image de cloud et internet des objets, ou encore de tourisme et loisirs. C'est une thématique, donc luxe et lifestyle, dans lequel on retrouve les produits et services de haute qualité, rares, coûteux, raffinés, et aussi les acteurs liés au lifestyle, qui ont une approche un petit peu plus holistique, je dirais, avec l'expérience client qui va primer. Donc voilà, c'est une thématique d'investissement dans le sens où elle est multisectorielle, et bien sûr, elle est structurelle et internationale, puisque c'est les 3 critères qui nous permettent de dire que c'est une thématique. J'allais y venir justement, ce codex est très, très codifié. Il y a 4 étapes effectivement de définition. On commence par donc l'analyse des fondamentaux, et c'est là, donc c'est une thématique structurelle, transversale, internationale, c'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est ce qui différencie finalement l'investissement thématique de l'investissement géographique ou de l'investissement sectoriel. C'est l'investissement thématique, il est conceptuel, et il faut qu'une thématique, ça est décrit dans notre livre blanc également, il faut qu'une thématique soit structurelle, internationale et transversale. Elle est structurelle parce qu'elle s'appuie sur 3 principales méga tendances qui vont vraiment booster à la fois les perspectives économiques, mais aussi le potentiel boursier de cette thématique. Elle s'appuie sur la croissance démographique, donc on va passer de 8 milliards à 10 milliards d'habitants en 2050. Elle s'appuie sur l'exode rural et l'urbanisation, bien sûr. On va passer à 70% de la population mondiale urbaine en 2050, alors qu'on est à 56 aujourd'hui. Et bien sûr, sur l'émergence des classes moyennes, et notamment la classe moyenne asiatique. D'accord. Et on estime aujourd'hui que 40% des produits de luxe sont achetés uniquement par les consommateurs chinois. D'accord. Et ça passera bientôt vers 2025-2026 à la moitié, donc à 50% des biens de luxe qui sont achetés par les consommateurs chinois. Mais surtout, ce qui booste énormément cette thématique, surtout en période d'inflation qu'on connaît actuellement, c'est qu'elle a une élasticité prix qui est faible. C'est-à-dire que, en fait, une hausse du prix n'implique pas forcément une baisse de la demande. Bien sûr, on l'a vu d'ailleurs dans les derniers résultats. Alors pas de toutes les valeurs du luxe, mais de certaines valeurs du luxe, où on a vu effectivement qu'elles pouvaient continuer à augmenter les prix sans perte de clients, voire même en gagnant de nouveaux clients. Absolument, c'est l'effet Veblen, on appelle ça, donc de l'économiste qui a théorisé ça à peu près dans les années 1900, Thorsten Veblen, qui dit qu'en fait, la baisse du prix des biens qui donne un certain statut social, finalement, ne va pas favoriser l'attrait des consommateurs pour ces biens-là. Et donc, en fait, on a parfois le prix dans certains produits de luxe qui nous paraît accessoire. Vous savez, c'est la fameuse formule d'Aldo Gucci qui disait « vous rappellerez de la qualité bien après que le prix sera oublié ». Et donc, parfois, sur certains exemples, comme ça, on peut prendre des exemples concrets, si vous voulez. Bien sûr, Si je prends, par exemple, une veste tailleur pour femme de chez Chanel, dans les années 2000, ça valait à peu près 6 000 francs, à peu près 1 000 euros.
Aujourd'hui, en 2024, c'est à peu près 7 000 ou 8 000 euros. D'accord. Donc il y a une inflation énorme là-dessus. Le sac Birkin de chez Hermès. Le sac emblématique, oui, bien sûr. Exactement, en 30 cm, le plus prisé, ça valait à peu près 5 000 francs, donc 800 euros. Maintenant, c'est entre 7 500 et 8 000 euros. Sans parler du temps d'attente. Là, on parle pas du voilà, vous avez 2 ans d'attente, on vous garantit même plus la couleur. Sans parler pour les hommes, par exemple, de Ferrari ou de Audemars Piguet, sur lesquels vous avez des années d'attente. Un mot peut-être des chiffres de la thématique d'investissement luxe et lifestyle ? Absolument. Alors, au niveau des performances, déjà, puisqu'on a des indicateurs qui ont été synthétisés, qui ont été créés pour suivre les performances des thématiques, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des bonnes performances sur ces dernières années, sauf en 2022. C'est une thématique qui est très liée à la croissance, 0,88 de corrélation avec le MSCI Growth. Et donc, forcément, 2022, quand les taux remontent, c'est pas une bonne année pour le luxe. Et alors, les performances, je vous les donne. Bien sûr. 29% en 2020, 19% en 2021, 2022 évidemment l'année qui est pas très bonne, moins 24%, 2023 plus 20 et depuis le début de l'année plus 3,8 dans le premier tiers des 25 thématiques qu'on regarde chez Galilée. Donc les performances sont bonnes. Tout ça se fait dans un régime de volatilité assez faible finalement, enfin globalement assez acceptable. Pour une thématique très grosse, finalement, la volatilité sur cette dernière année, c'est 19%. Donc, on a globalement, avec cette thématique, un bon rapport rendement-risque. Une question qui est d'ailleurs le troisième point du codex des thématiques qui correspond parfaitement à ce moment de début d'année sur les valeurs du luxe. On en voit qui continuent à surprendre à la hausse, d'autres qui ont un petit peu plus de mal, notamment en lien avec le marché asiatique. Quels sont les points forts et les points faibles que vous identifiez sur la thématique au global, luxe et lifestyle? Alors les points forts, on a bien sûr le pricing power, on vient d'en parler, je ne vais pas revenir dessus. On a surtout aussi la digitalisation actuellement du merchandising. C'est-à-dire que les réseaux sociaux prennent une très grande importance finalement dans la commercialisation des produits de luxe, avec les générations Y et Z qui représentent 60% maintenant des acheteurs de produits de luxe. Donc ça c'est un point fort qui est très important. Bien sûr. Et aussi, on a la casualisation. Donc, ça veut dire le fait que les grandes marques de luxe rendent accessibles finalement des vêtements plus cool, plus, sportifs. On peut citer par exemple le partenariat que Nike a scellé avec Louis Vuitton sur les baskets, ou encore certaines marques qui font des partenariats avec des stars, comme Reebok par exemple, qui a fait avec Victoria Beckham, pour toute une ligne de vêtements sportswear. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet aux acteurs du luxe de passer sur toute une frange de la population qu'elles avaient moins ou qu'elles avaient peu. Oui, bien sûr. Voilà. Et concernant les points faibles, il y a bien sûr la sensibilité à la guerre commerciale. Nous avons Donald Trump qui a gagné les primaires dans le New Hampshire, dans l'Iowa, etc. Donc, qui pourrait vraisemblablement revenir au pouvoir, ce serait possible. Et cette guerre commerciale qui a jamais vraiment, qui est toujours d'actualité, elle pourrait être ravivée aussi par cette politique-là. Sans parler bien sûr de la sensibilité des marques à la réputation. On l'a vu avec Abercrombie à l'époque, avec des controverses sur le management discriminatoire, avec aussi les tailles XXL qui étaient proscrites. Ils ont mis très longtemps à s'en remettre, Abercrombie. Et bien sûr la contrefaçon qui est la gangrène de l'industrie du luxe. On estime, il y a un sondage IFOP qui est sorti, que 37% des Français se sont déjà fait duper en achetant sur Internet un produit de luxe et qui finalement était une copie. D'accord. 37%, oui, effectivement, c'est beaucoup. Faut commencer à regarder. Quatrième point du codex des thématiques. Quel gisement de fonds existe aujourd'hui pour investir sur la thématique? Alors les grandes valeurs, tout le monde les connaît, on peut y investir en direct. Est-ce que c'est la seule manière d'investir sur la thématique au global? Ouais, alors les grandes valeurs qui composent l'indicateur, bon, déjà il y a beaucoup de valeurs américaines, 49% d'États-Unis dans notre indicateur Galilée, et bien sûr la France qui est très bien représentée. Les premières valeurs de l'indicateur, c'est LVMH, Hermès, Nike et Ferrari. Donc les valeurs françaises sont très bien représentées. Concernant le gisement de fonds pour y investir, il y a la financière de l'échiquier qui a le fonds Échiquier Luxury, qui a un biais sur les actions françaises, plus de 40% d'actions françaises, donc vraiment beaucoup d'actifs chers par rapport au benchmark qui est plutôt 50% sur les États-Unis. Et qui permet en fait finalement aux investisseurs qui sont intéressés par l'Europe d'investir et d'avoir du luxe à la française
Oui, bien sûr. Dans ce fonds. Il y a sinon chez Pictet, Pictet Premium Brands, qui est lui plus sur les produits et services haut de gamme, les marques de prestige, donc qui recouvre bien cette thématique luxe et lifestyle. Celui-ci est plus en ligne avec le benchmark, en tout cas celui qu'on a calculé, avec un peu plus de 40% sur les actions US. Et enfin, en gestion passive, en ETF, puisqu'il en faut pour tous les goûts. Bien sûr, oui. On a Amundi S&P Global Luxury. D'accord. Et celui-ci est plutôt sur le segment du luxe de cette thématique luxe et lifestyle et permet finalement aux investisseurs de s'exposer via la gestion passive à cette thématique, en tout cas plutôt le segment du luxe de cette thématique luxe et lifestyle. Quand on parle luxe et lifestyle, on a cité quelques valeurs, Hermès, LVMH, Nike, Ferrari, on aurait pu citer Kering, L'Oréal peut-être aussi, j'imagine. On parle de combien de valeurs au global? Est-ce que c'est essentiellement des valeurs européennes? Est-ce qu'il y a aussi géographiquement aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde des valeurs qui viennent alimenter cette thématique? Alors, il y a une concurrence énorme sur ce marché. Donc, au niveau du nombre de valeurs, je ne pourrais même pas vous le donner parce qu'il est colossal. Par contre, on a synthétisé... Derrière, en fait, la concentration de quelques valeurs qui font la une des journaux, il y a un secteur beaucoup plus vaste. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Il y a même une thématique puisqu'on parle de ça. Donc, c'est, comme je disais, multisectoriel. Il y a évidemment énormément de boîtes dans les différents secteurs qu'on a cités qui vont composer cette thématique avec bien sûr les acteurs, mais il y a aussi les sous-traitants qui sont très très importants dans cet environnement. Et donc en fait, on va retrouver des boîtes qui sont dans la mode, qui sont dans tout ce qui est gastronomie, etc., qui sont dans tout ce qui est automobile. Les deux secteurs privilégiés de la thématique, ça je peux vous les donner, c'est bien sûr l'automobile et la mode. Merci beaucoup Ronnie Micheli de nous avoir accompagnés donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Marché à thème. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Galilée Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis donc dans Smart Bourse de 17h à 18h en direct sur Bismart. N'hésitez pas à retrouver le replay de l'émission sur bismart.fr et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h en direct sur Bismart. À demain.